Hello everybody, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le MOOC du Comité Champagne, le MOOC du Champagne. D'abord, je vais vous présenter Sylvie. Sylvie Collas est la responsable du service vin au Comité Champagne. Donc c'est à peu près la moitié des services techniques qui représentent la moitié des collaborateurs du Comité Champagne et un tiers du budget. Contrairement aux idées reçues, on fait beaucoup plus de techniques que de protection d'appellation, notamment en Champagne. Recherche et développement, accompagnement technique et développement durable. On ne va pas commencer tout de suite, on va attendre que vos collègues apprenants aient le temps de se connecter. Je vais vous donner quelques nouvelles en attendant du vignoble. Il fait un temps magnifique. On a eu une saison d'hiver très pluvieuse et un printemps, comme vous le savez, dès qu'on s'est confiné, il s'est mis à faire un soleil absolument superbe. Et donc la vigne a une vigueur très forte. Et on est sur une avance par rapport aux moyennes décennales d'un bon 15 jours. Donc on peut déjà imaginer, au moment de la fleur, ça sera confirmé. Donc c'est d'ici quelques jours, la Champagne sera à peu près entièrement en fleurs. Les vignes champenoises, bien sûr. Et d'ici là, ce sera 88, 90 jours avant la vendange. Donc vous pouvez déjà imaginer qu'on va probablement vendanger cette année fin août, comme ce n'est arrivé que 5 ou 6 fois depuis le début de l'histoire de la Champagne. Et sur ces 5 ou 6 fois, toutes sauf une ont eu lieu depuis 2010, puisqu'il y a eu une vendange en août en 1821, si ma mémoire est bonne. Et depuis, les vendanges de réchauffement climatique, comme on se prend à les vivre, ont toutes eu lieu depuis 2010. Voilà. Ensuite, bon, vous savez qu'on est dans une situation évidemment très particulière de crise économique forte. Le champagne, symbole de la fête, de la célébration, est toujours le premier des vins à souffrir des entrées en crise économique et souvent le premier à rebondir en sortie de crise économique. Mais ça veut dire que la Champagne va devoir préparer une vendange particulière et la discussion du rendement commercialisable 2020 va évidemment être encore plus animé cette année que les années précédentes, mais ça, on n'en aura les résultats qu'à la fin du mois de juillet, lors des décisions vendanges, justement, sur le rendement. Je vous remercie tous de participer toutes et tous de participer à ce tout premier webinaire du MOOC du Champagne sur le vieillissement des vins de Champagne et leur conservation. On a reçu de très très nombreuses questions. Et donc il a malheureusement fallu faire un choix. On a compacté plusieurs questions en une parfois. Et puis vous pouvez, en cours de webinaire, poser des questions en les inscrivant en bas de votre portail de discussion dans le MOOC. Voilà, je pense qu'on va maintenant entrer dans le cœur du sujet. Merci Sylvie de ta contribution. Donc, merci de l'invitation. C'est tout particulier pour le MOOC du Champagne de donner un accès direct aux apprenants à l'expertise technique des scientifiques du Comité Champagne, puisqu'évidemment on n'est pas dans un exercice de communication externe où on est dans la simplification, on est tout au contraire dans de l'éducation et de la pédagogie, donc on est sur l'explication. Alors avant cela, un rappel, le champagne ne peut être consommé que déjà maturé et déjà vieilli en cave. Je pense que vous le savez tous déjà, les bruts non millésimés ne sont commercialisés qu'après 15 mois de vieillissement sur leur lit. On va bientôt savoir ce que ça veut dire et ce que ça implique précisément. Les millésimes après 36 mois de vieillissement sur lit, mais la plupart des opérateurs, que ce soit des vignerons, des coopératives et des maisons, allongent ce délai de vieillissement bien au-delà du minimum réglementaire pour des raisons qu'on va voir aussi. Mais je ne vous cache pas qu'il y a un début de réponse qui est que c'est meilleur. C'est plus qualitatif et meilleur au sens premier du terme, plus complexe d'un point de vue aromatique notamment. Et donc, il y a un autre sujet qui est combien de temps on garde le champagne. Beaucoup de questions ont été posées sur ce sujet. Les élaborateurs commercialisent le champagne lorsqu'ils estiment qu'il est prêt à être dégusté et qu'il est au summum de sa qualité. Mais comme tous les grands vins, le champagne présente également une très bonne aptitude à des vieillissements longs. Le champagne, c'est un paradoxe, est aussi un vin de garde assez souvent. Et on va aussi aborder ce sujet avec Sylvie. Donc commençons par la question finalement qui a été la plus fréquemment posée. Quel est l'intérêt à la base de faire vieillir, de faire maturer des vins de champagne ?
Alors, l'intérêt, comme tu l'as dit, c'est effectivement d'améliorer et de bonifier le champagne. Et si on veut vraiment rentrer dans le détail, pourquoi on fait vieillir le champagne, il va y avoir deux phénomènes qui vont se produire. Le premier phénomène, ça va être ce qu'on va appeler l'autolyse des levures. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Effectivement, tu parlais de vieillissement sur lit. Qu'est-ce que sont ces lits? Tout simplement, les levures qui ont fait la prise de mousse vont avoir consommé tout le sucre à l'intérieur du vin pour faire l'alcool, et du coup vont mourir. Et ces levures sont des organismes vivants, donc elles vont relarguer beaucoup de composés qui sont à l'intérieur d'elles, dans le milieu. Donc c'est des composés qui vont donner des arômes, qui vont donner aussi de la texture, un peu de gras. Donc voilà, ça va venir complexifier le vin. Donc ça, c'est le premier processus qui va se passer. Le deuxième processus, ça va être un transfert d'oxygène à travers le bouchage. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la capsule, elle n'est pas hermétique au gaz. Il y a des micro-quantités d'oxygène qui vont pénétrer à l'intérieur de la bouteille, puisqu'il y a plus d'oxygène dans l'air que dans la bouteille. Donc du coup, on va avoir un transfert d'oxygène. Et l'oxygène va réagir, va faire des réactions d'oxydation qui vont permettre aussi de développer des arômes. Alors on appelle ça des esters, des aldéhydes, voilà, qui vont qui vont enrichir en fait, qui vont enrichir le vin, apporter de la complexité et du bénéfice, voilà, tout au long. Alors c'est un processus qui est vraiment graduel. Plus on laisse agir en fait, plus on laisse au contact des lits, et puis plus il va y avoir des composants, et plus on laisse au contact de l'air, et plus il va y avoir aussi des composants qui vont se produire. D'accord. Donc la patience accroît la qualité. Exactement. D'accord. Donc on retient phénomène d'autolyse et phénomène de transfert de gaz de l'extérieur vers l'intérieur de la bouteille et inversement. D'accord. Alors on a une première question qui vient de Pomponne. Bonjour Pomponne, j'espère que vous êtes en ligne. Mon expérience des vieux rosés, des vieux champagnes rosés bien sûr, de 10 à 15 ans d'âge, n'est pas concluante. Ils ont tendance à se décolorer et leur saveur de fruits rouges à s'estomper. Y a-t-il, Sylvie, un intérêt à garder longtemps les champagnes rosés? Alors, c'est une question, c'est pour le rosé, mais on pourrait aussi l'adopter pour le blanc. Parce qu'effectivement, il va y avoir une modification des champagnes au cours du temps, avec ce vieillissement. Mais après, tout dépend du goût, de ce qu'on aime finalement dans le champagne. Au niveau des arômes, effectivement, si un champagne jeune a des arômes de fruits frais, avec le vieillissement, il va évoluer plutôt vers des côtés torréfiés, grillés. La couleur, c'est pareil, elle va évoluer. Si on a un rose framboise, il va tendre plutôt vers du rose cuivré, un petit peu orangé. Mais de la même façon pour les blancs. Un blanc, il va tendre plus vers du doré. Voilà, on va avoir des couleurs un petit peu ambre même. Et en fait, tout ça, ça va faire un mix différent. Et c'est un petit peu chacun selon ses goûts. Il y en a qui préfèrent des champagnes frais, fruités, et puis d'autres un petit peu plus évolués, torréfiés. Voilà. Très bien, donc c'est une question de goût, et manifestement Pomponne préfère les champagnes rosés jeunes, alors que certains les préfèrent plus âgés. Personnellement, un rosé âgé avec un fromage fort comme le maroilles, je trouve ça formidable. Pomponne a ajouté une nouvelle question. La malo, donc la fermentation malolactique, réduit l'acidité du champagne, donc le nerf qui leur assure leur longévité, leur capacité de garde. Est-ce que pour autant les vins de champagne en question ont une espérance de vie plus courte? Est-ce que les vins qui ont fait la fermentation malolactique ont-ils une espérance de vie plus courte, et pourquoi? Alors la malo, effectivement, ça va être une transformation, ça va être une perte d'acidité, parce qu'il va y avoir la transformation. Alors quand on dit malo, c'est malolactique. En fait, on transforme l'acide malique, qui est un diacide, en acide lactique, qui est un monoacide. Donc il va y avoir effectivement une petite perte d'acidité. Mais en fait, ce processus-là se fait par des organismes vivants, une fois de plus, qui sont les bactéries lactiques, les mêmes bactéries qu'on a dans le yaourt par exemple. Et ces bactéries vont apporter aussi des arômes. Donc faire la malo, c'est pas juste une baisse d'acidité, c'est aussi un style différent finalement de vin. Et par rapport au vieillissement, il n'y a pas du tout de corrélation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, entre l'acidité et le vieillissement. On avait demandé, nous, à des chefs de cave, de nous décrire justement différents millésimes, je crois que c'était les 20 derniers millésimes, et on avait essayé de rapprocher la qualité de ces millésimes-là avec l'acidité des mous, et en fait il n'y avait aucune corrélation. Des très bons millésimes pouvaient avoir une très faible acidité et vice-versa. Donc voilà, c'est une idée un petit peu toute faite, mais qui n'est pas...
Une idée reçue alors. Voilà, qui ne se justifie pas finalement. D'accord, les vins sans fermentation malolactique ne se conservent pas nécessairement plus Pas longtemps, forcément. c'est un autre style. Très bien, merci beaucoup. Nouvelle question sur l'impact du dégorgement. L'impact du dégorgement sur le vieillissement du champagne et les questions corollaires. Y a-t-il un intérêt à faire vieillir longtemps en cave un champagne après son dégorgement? Concrètement, une fois que j'ai acheté du champagne dans le commerce, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je le fasse vieillir plus encore chez moi que ce que l'élaborateur a prévu? Et un champagne mature est-il plus intéressant à déguster en version récemment dégorgée, dégorgement tardif, ou bien plus longtemps après le dégorgement? Alors là, c'est pareil, ça va un petit peu dépendre du goût de chacun. Effectivement, il y a deux écoles. Il y a les élaborateurs qui préfèrent dégorger et puis laisser vieillir après dégorgement, et puis d'autres qui vont aller jusqu'au bout vraiment de la maturation sur lit et dégorger au dernier moment une fois qu'ils vont mettre en marché les bouteilles. Ça, en fait, ça va donner deux styles de vin différents. Donc, on ne peut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça dépend un petit peu de ce que la personne aime finalement. Et puis finalement, on peut aussi ajouter à ça le fait qu'on sait, en Champagne comme ailleurs, qu'il y a aussi des amateurs qui conservent intentionnellement, y compris leur brut non millésimé, un petit peu plus longtemps en cave pour arriver à ce stade de développement aromatique supplémentaire. Une petite coquetterie d'experts ou un goût tout simplement. Et après, ça peut être intéressant de faire le test et de garder, d'oublier une bouteille dans sa cave et puis de voir ce qu'elle peut donner plusieurs années derrière. Les oublis volontaires de bouteilles dans les caves sont toujours d'excellentes idées, surtout quand le moment est venu de les retrouver. Question de Monsieur Ringard, ou Madame Ringard, je ne sais pas. Faut-il obligatoirement, lorsque l'on veut faire vieillir du champagne, choisir un champagne millésimé, ou peut-on faire vieillir un non millésimé? Alors là, le côté millésimé, en fait, c'est l'élaborateur qui va le faire vieillir chez lui, justement avec ce vieillissement sur lit. Et il va avoir choisi, pour faire un millésime, en fait, on essaie vraiment de choisir un vin qui va avoir un très bon potentiel de garde, qui va avoir de la structure, qui va permettre de s'équilibrer avec ce que va apporter justement la levure, ce gras, cette complexité aromatique, pour trouver quelque chose, avoir un bon équilibre, finalement une bonne harmonie. Donc le vieillissement sera fait avant, donc il n'y a pas vraiment plus de potentiel de vieillissement après dégorgement, que ce soit un brut sans année, hein, comme on les appelle, donc non millésimé ou un millésimé. Ça va dépendre encore du type de vin que l'élaborateur aura fait au préalable. Donc la capacité de vieillissement et l'intérêt se jouent finalement avant que commence le vieillissement, oui, lors de l'élaboration. Oui. Oui, c'est au moment de l'assemblage en fait où il choisit vraiment ses vins par rapport à la capacité. Alors pour ça, il faut vraiment qu'il ait une bonne mémoire et puis de l'expérience aussi. Hein, c'est tout un art d'essayer de prédire comment le vin va évoluer après sur lui. Mémoire et expérience. Merci. Une question de Roncevaux sur l'élevage en barrique. Est-ce que la durée d'élevage des vins en barrique influe sur l'aptitude au vieillissement? Alors c'est vrai que ça devient un petit peu à la mode, hein, cet élevage de vin en barrique. Hein, on en a de plus en plus. Alors il va y avoir deux choses pour l'élevage en barrique. Déjà le bois va céder des tanins. Hein. Les tanins sont des polyphénols, ce qu'on appelle des antioxydants, hein, ce qu'on va voir dans les crèmes anti-jeunesse, anti-rides, etc. En fait ces tanins, eux, vont s'oxyder, sont plus sensibles à l'oxydation. Donc ils vont s'oxyder en protégeant indirectement les autres composés qui ne seront pas oxydés. Le revers de la chose, c'est que les barriques, donc c'est fait en bois, hein, c'est des douelles en bois qui sont plus perméables à l'oxygène notamment de l'air que des cuves en inox. Donc il va y avoir aussi une oxydation ménagée qui va se faire tout au long du temps. Donc ça va être un équilibre entre l'extraction des tanins et l'oxydation. Donc après, on ne peut pas vraiment dire qu'un vin qui va être passé en barrique se gardera mieux ou moins bien. Ça va dépendre du vin de départ, ça va dépendre du temps de vieillissement, ça va dépendre aussi du type de bois, hein, tout simplement. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Si je comprends bien, ça ramène là aussi à l'intention originelle de l'élaborateur et au choix qu'il a fait, oui, bien avant le vieillissement, à l'assemblage, en cuverie. Selon le style de vin qu'il veut faire finalement. D'accord, c'est l'intention qui prime et qui détermine le contenant, et ce n'est pas une surprise ou un hasard. Non. Le style de vin n'est pas un hasard. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà les questions principales qui ont été posées sur le thème
du vieillissement pur. Donc on en retient évidemment que laisser le champagne vieillir plus ou moins, c'est avant tout une question de goût, que les champagnes plus ou moins vieux, c'est une question de goût, et que finalement, c'est avant tout l'élaborateur qui détermine le style de vin qu'il met en marché. Et l'amateur éclairé peut apporter une touche finale ou une touche supplémentaire s'il le souhaite, avec un vieillissement prolongé. On a maintenant rassemblé d'autres questions que vous avez posées, qui nous semblent très intéressantes parce qu'elles viennent mettre en cause des idées reçues. On en a vu une tout à l'heure sur la fermentation malolactique. Et on va répondre donc à quelques questions qui portent sur des idées reçues sur le champagne. Et tout d'abord, une question de Gianluca. Quand on déguste un champagne, on parle souvent de style oxydatif ou de style réductif. Est-ce que tu peux expliquer, Sylvie, comment ces deux styles de vinification peuvent influencer le vieillissement du champagne? Alors, ce n'est pas tout à fait des styles de vinification, c'est plutôt des styles de vin. Parce que le côté oxydatif ou réductif, ça va dépendre de la quantité d'oxygène finalement que le vin aura vu pendant toute sa vie, depuis l'élaboration jusqu'à la conservation. Donc, ça va vraiment dépendre un petit peu, pareil, toujours de la même façon, hein, de la volonté de l'élaborateur de protéger le vin, ou plutôt de le mettre en contact régulièrement de façon maîtrisée avec l'oxygène. Donc si on a un vin qui est plus protégé, on va avoir effectivement un côté plutôt réducteur. Alors les vins réducteurs, hein, c'est des vins qui peuvent avoir des arômes de levure fraîche, de pâte à pain frais quand tu fais ton pain chez toi. La pâte à pain fraîche qu'on est nombreux à avoir tenté ces dernières semaines. C'est un petit peu... Et puis le côté plutôt oxydatif, ça va être plutôt, tu vois, sur des fruits confits, des fruits compotés, un peu confiturés. Donc c'est vraiment en fonction du vin que le laborateur va vouloir faire, du style de vin. Alors pour ça, effectivement, il y a quelques petites étapes, enfin quelques petits process qui permettent plutôt de protéger ou plutôt d'aérer. Mais voilà, ça va vraiment être en fonction de ce que le laborateur veut faire de son vin. Et est-ce qu'on peut dire si un vin plutôt réductif, donc qui a été bien protégé de l'oxygène, va vieillir mieux ou plus longtemps qu'un vin plutôt oxydatif, donc qui a été au contraire un petit peu exposé à l'oxygène? Alors effectivement, on a tendance à penser qu'un vin plutôt réducteur va avoir encore un potentiel d'oxydation, mais après tu vas modifier aussi le type du vin. Donc tu ne vas plus avoir le même vin de départ. Donc tout dépend de ce que tu veux. D'accord. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Une autre idée reçue, question de Don Guillard. Est-il nécessaire de changer, comme pour les vins tranquilles, je pense qu'on parle de vins tranquilles de très longue garde, bien sûr, est-il nécessaire de changer, comme pour les vins tranquilles, le bouchon, et au bout de combien de temps? Alors, dans le champagne, ça ne se fait pas. Et moi, je le recommanderais pas pour deux choses déjà, parce que le bouchon, il maintient la pression. Hein, on est sur des vins effervescents, donc si on ouvre la bouteille, on va perdre la pression. Hein. En général, au dégorgement, on dit qu'on perd 1 vers 1,5 bar de pression. Donc on va perdre de l'effervescence. Et puis en plus, quand on va remettre un nouveau bouchon, donc on va mettre forcément en contact le vin avec l'oxygène, donc on va avoir un choc oxydatif assez important, et le bouchon aussi va relarguer de l'oxygène à travers le vin. Donc on va modifier vraiment le type de vin, et voilà, c'est pas quelque chose que je recommande. C'est pas une pratique en Champagne, et ça ne se fait pas de toute façon. Et de toute façon, le liège utilisé pour faire les bouchons de Champagne a des bonnes propriétés d'élasticité, et peut se conserver très longtemps dans le temps. Moi j'ai rarement vu, pourtant je peux conserver des fois des bouteilles de champagne 5-6 ans dans ma cave, j'ai jamais eu de problème. Alors effectivement le bouchon ne revient pas forcément bien à sa forme champignon, mais ça n'altère en rien les qualités organoleptiques du vin à l'intérieur. D'accord, merci. Donc on ne change pas les bouchons des vieux vins de Champagne. Et d'ailleurs, j'ai eu une anecdote à ce sujet. J'ai le souvenir très net d'avoir dégusté un champagne de 1952 qui était encore sur son bouchon de tirage, puisqu'il avait été conservé sur pointe, la tête en bas, avec ses lits, avec un bouchon et une agrafe. Le bouchon était dans un état absolument épouvantable. Il est parti en miettes à l'ouverture, mais le vin était encore effervescent de manière tout à fait satisfaisante. Sans avoir changé le bouchon. Faut m'inviter la prochaine fois pour la dégustation. C'est promis.
Question de Winehouse. Vu que la plupart des vins de Champagne ont un volume d'alcool relativement bas, c'est-à-dire 12 degrés, 12% d'alcool, quels sont les facteurs qui peuvent nous montrer les potentialités de vieillissement d'un champagne? Est-ce que l'acidité, par exemple, est un indicateur? Alors on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de relation entre l'acidité. Pour l'alcool, alors c'est vrai que nous on est assez bas en alcool. Bon, avec le réchauffement climatique, peut-être que ça va s'inverser. Hein. On est entre 12,5% d'alcool. Mais il n'y a pas eu non plus d'études qui ont corrélé le pourcentage d'alcool avec une certaine conservation. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui permet aussi de faire conserver les vins. On n'a pas d'indicateur précis. On y travaille d'ailleurs, hein, c'est dans nos études de recherche. Moi, j'aurais même tendance à dire, l'alcool pouvant s'oxyder, plus il y a d'alcool, plus potentiellement il peut y avoir des arômes d'oxydation. L'alcool peut s'oxyder en quoi? Ça va être en éthanal, qui va donner un petit peu le côté pomme verte, pas très agréable, voire acide acétique, si on pousse vraiment l'oxydation plus loin, qui est le côté vinaigre. Hein. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre l'alcool et le potentiel de conservation. Et l'alcool peut s'oxyder, donc ça veut dire que même les alcools forts s'oxydent également. Tout à fait. D'accord. Et l'acidité. Est-ce que l'acidité est un gage, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question de style de vin, mais... Non, l'acidité, on voit, c'est vraiment pas corrélé du tout au potentiel de vieillissement. C'est un peu une idée reçue hein, qu'on avait, les anciens dans le temps disaient il faut que le pH notamment et l'acidité soient puissantes. Alors c'était aussi parce que dans le temps on maîtrisait moins comment ça s'appelle en matière d'hygiène, si tu veux, on maîtrisait moins tout ça. Maintenant, on sait on sait comment limiter des proliférations de micro-organismes indésirables. Donc voilà, c'est surtout en ça finalement que dans le temps, peut-être l'alcool, voire l'acidité, pouvait protéger le vin parce que voilà, on ne savait pas ce que c'était qu'un micro-organisme, donc on ne savait pas comment s'en prémunir. D'accord. Mais c'est la seule chose. Maintenant, voilà, on a suffisamment de choses en place. Et d'ailleurs, il y a dans le cahier des charges, il y a une réglementation hein, sur la maîtrise de l'hygiène. Donc tout ça, c'est bien respecté. C'est important de le noter, merci de le préciser. Il y a dans le cahier des charges de l'appellation Champagne un sujet sur l'agrément des centres de pressurage qui sont contrôlés, qui doivent répondre eux-mêmes à un cahier des charges très particulier. Et l'hygiène est au cœur de cette réglementation. Donc c'est précisément ce qu'évoque Sylvie, l'outil de garantie du fait qu'un vin va se conserver. C'est avant tout l'hygiène en cave, l'hygiène en cuverie et dès le pressoir, plus que le style de vin qu'on va élaborer véritablement. C'est ça qu'on retient de cette idée reçue. Alors, merci Sylvie. On va maintenant répondre à quelques questions qui sont arrivées en direct pendant qu'on parlait. Une question de Inès B33 sur la partie conservation. Quelle est la température idéale pour conserver le champagne? Et il y a une question subsidiaire, quelle est la meilleure position, debout ou couché, pour conserver les bouteilles de champagne? Alors, la température idéale, c'est vraiment, on va dire, la température de cave, hein, entre 10 et 15 degrés. Ce qui est préjudiciable au champagne, c'est surtout les fortes températures. C'est vrai qu'on avait tendance aussi à dire ça peut être des variations des pics, mais finalement, c'est le cumul de fortes températures qui va impacter négativement un vin. Hein. On risque d'avoir des arômes un peu soufrés, un peu de choux, de légumes cuits, désagréables, si on stocke à trop forte température. Après, pour la position, alors nous on a fait des essais, hein, on a fait pas mal d'essais sur le debout couché, et en fait au niveau de la qualité du vin, on ne voit pas de différence. Ah, là, il y a un grand paradoxe et une idée reçue, là, Sylvie. Ouais. On peut garder les bouteilles debout. On peut garder les bouteilles debout, mais il n'y a pas d'utilité à les garder debout. Donc c'est vrai que comme c'est plus facile de les conserver quand même dans sa cave allongée, hein, pour le stockage c'est quand même plus simple. Donc nous on ne préconise pas spécifiquement de les laisser debout ou couchés. Sachant que justement on peut croire aussi par rapport au bouchon en liège qu'il faut un contact avec le liquide, hein, ça on l'entend souvent. Oui. En fait, c'est pas du tout le cas parce que le liège, de toute façon, il est fait de cellules mortes qui sont pleines d'air. Il n'a pas besoin de liquide, hein, c'est déjà une matière sèche.
Donc au contraire, le contact avec le liquide va faire qu'il va peut-être perdre un petit peu d'élasticité. Dans les essais qu'on avait faits, on avait trouvé que les bouteilles couchées, donc en contact avec le vin, le bouchon revenait moins bien justement sous sa forme champignon. Mais par contre, il n'y avait pas de différence au niveau de la dégustation. Donc l'immense idée reçue que le bouchon doit être en contact avec le vin pour rester humide et rester imperméable, c'est complètement faux. Ouais. D'accord. De toute façon, en cave, il y a un pourcentage d'humidité qui doit être important. Donc en aucun cas, de toute façon, cette matière que tu as qualifiée de morte ou de sèche, qui est le liège, ne pourra évoluer. Oui, à peu près, on estime qu'il faut entre 70 et 80% d'humidité relative en cave. Ça, c'est pour éviter que finalement la vapeur d'eau qui est contenue dans le vin se soit perdue à travers le bouchon. Très bien, c'est très clair. Encore une idée reçue qui est tombée. Dernière question. Une différence concrète entre... c'est une question qui est posée par Corinne Anger. Est-ce qu'il y a une différence concrète en termes de conservation entre les différentes tailles de bouteilles? Concrètement, est-ce qu'un magnum, ça se conserve mieux qu'une bouteille ou l'inverse? Oui, alors on va avoir, ça va être une question de proportionnalité finalement entre le diamètre du col et puis le volume de vin qui est à l'intérieur de la bouteille. Si je m'explique un petit peu mieux, la surface de contact, alors là, entre un magnum par exemple et une bouteille, on va avoir exactement le même diamètre de colle. C'est le même goulot? Ouais, c'est le même goulot. D'accord. Donc ça va être la même quantité d'oxygène qui va traverser la capsule ou le bouchage. Par contre, le volume de vin est 2 fois plus important dans le magnum et dans la bouteille. Donc il va y avoir effectivement plus d'oxygène, le vin va avoir plus d'oxygène dans une bouteille que dans un magnum proportionnellement, puisque la concentration va être plus importante dans la bouteille. Après, il n'y a pas de mieux et de moins bien. Si on préfère les vins un petit peu plus fermés, un petit peu moins évolués, c'est vrai que le magnum sera peut-être mieux. Si on préfère des vins un peu plus épanouis, la bouteille pourra très bien aller. Et donc le magnum se conservera plus longtemps ou gardera son style initial plus longtemps que le même vin en bouteille? Oui, on peut dire ça. On aura plus une vision, effectivement, une photo de ce que le vin était au départ. D'accord. D'accord. Ça fait beaucoup d'idées reçues qui ont été brisées, pas mal de choses intéressantes qui ont été confirmées. Merci beaucoup Sylvie. Avec plaisir. Merci à vous tous, ça passe très vite. On a traité le plus de questions possible, certains ont été synthétisés. Vous pourrez y revenir sur le replay de cette séance de webinaire qui sera très prochainement mise en ligne sur la plateforme du MOOC du Champagne. Il ne me reste qu'à te remercier Sylvie, donc responsable du service vin au comité Champagne. J'ai oublié de me présenter tout à l'heure, excusez-moi, je suis Thibaut, je m'occupe de la communication au comité Champagne. Et toute l'équipe du MOOC vous remercie pour votre présence. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.